Fresh Science Studio présente le podcast de l'Odyssée des métiers du futur. Nous traitons des innovations et de leur impact sur la société et sur les métiers. Nous recevons des experts pour éclairer les transformations induites par ces innovations. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Banegas, CTO de Mauna Kea Technologies. Bonjour Frédéric. Bonjour. Nous allons parler de la médecine prédictive et de la médecine augmentée, et notamment de la médecine digitale. Frédéric, comment tu nous présenterais ton parcours ? Alors mon parcours, ça fait 20 ans que je suis dans le dispositif médical. J'ai démarré l'aventure en 2002 avec un ami, Stéphane Chemouni. On a monté une société qui s'appelle Intrasense et qui faisait de l'imagerie médicale pour le traitement du cancer. Et on a commencé sur la chirurgie du foie. Et depuis, j'ai jamais quitté le métier. Ensuite, j'ai fait de la robotique chirurgicale pour aider au traitement du cancer du foie. Et aujourd'hui, je suis à Mauna Kea Technologies, donc à Paris, toujours dans le traitement du cancer, notamment sur le poumon, au moyen de l'imagerie. Donc, c'est un endomicroscope. Et je pense que ce qui a guidé mon trajet tout le temps, c'est la puissance de l'imagerie et le fait qu'elle va contenir des données qui vont permettre d'avoir une médecine plus précise, et voire même peut-être prédictive, et qu'elles vont venir consolider les informations du patient pour que les meilleurs traitements soient choisis par les médecins. Mauna Kea Technologies, tu le disais, vous produisez un endomicroscope ? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est un endomicroscope ? Endo, c'est parce que ça rentre dedans. Donc, on va utiliser une sonde flexible qui fait quelques mètres, dans l'œsophage ou dans les bronches, par exemple, pour aller observer les tissus et être capable de dire si on est au bon endroit pour faire une biopsie, par exemple, pour un diagnostic, mais aussi également pour délivrer un traitement local, puisque ça se fait de plus en plus, tout ce qui est mini-invasif notamment, dans le cadre du traitement du cancer. Et avoir l'œil de l'endomicroscope, ça permet de se dire, oui, là, je suis dans la bonne position, parce que dans le corps humain, quand on est en mini-invasif, évidemment, on n'ouvre pas le patient, on ne fait pas de chirurgie à ciel ouvert, et il est difficile de voir si on est bien arrivé à la cible. Ça demande beaucoup de complexité, d'habitude et d'expérience de la part des médecins et de leur personnel, du staff qui est dans la salle d'opération. Et grâce à cette endocaméra microscopique, on peut avoir l'œil plus aiguisé, j'allais dire, pour savoir qu'on est au bon endroit pour le diagnostic et le traitement. L'endomicroscope, du coup, dans les BNIC, c'est le nano, du nanotechnologie alors ? On peut dire micro, nano, effectivement, on voit les cellules, on voit les globules rouges qui passent dans les vaisseaux, on voit les structures cellulaires, et comme on a ce point de vue sur les structures, on est capable de mieux apprécier les phénomènes qui se passent entre du tissu sain, du tissu qui commence à être pathologique, et après du tissu cancéreux. Si on faisait un premier focus, parce qu'on voulait éclairer cette première notion, qu'est-ce que c'est que la médecine digitale, médecine augmentée ? Comment tu expliquerais cette notion de manière simple, accessible notamment à nos grands-parents, par exemple ? Alors, je pense que ce qui est important dans la médecine digitale et la médecine, alors parfois appelée médecine 2.0, alors ça dépend un peu des termes, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, le patient va vraiment créer de la connaissance et va vraiment être une vraie partie prenante dans le diagnostic, dans le traitement, soit par lui-même, par exemple quand le patient va demander une préférence de traitement mini-invasif, par exemple, ça peut être un exemple, mais aussi la capacité qu'ont aujourd'hui les instruments médicaux, puisque après une vingtaine d'années dans le milieu, j'ai vu une multitude d'appareils médicaux qui sont capables d'extraire toutes sortes d'informations du patient. Ça peut être de l'imagerie, ça peut être des analyses biologiques, ça peut être du séquençage de gènes, qui vont permettre de consolider la fiche d'identité du patient. Et je pense que c'est ça qui change surtout, c'est le fait que le patient soit beaucoup plus présent à tous les niveaux et qui, à terme, peut aller vers une médecine beaucoup plus ciblée, ce qu'on appelle la médecine de précision, vers tel ou tel type de pathologie pour mieux la traiter, en fonction du profil génétique du patient, en fonction des spécificités de sa maladie, etc. Donc je dirais que le gros changement, c'est celui-là, et également le fait que, de plus en plus, grâce à la donnée et à l'information, on est capable de poser des critères quantitatifs sur l'avancée d'une maladie. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement s'arrêter à des symptômes qualitatifs, de dire il a beaucoup de fièvre, il a peu de fièvre par exemple, ou il a une grosse inflammation, il a une faible inflammation, mais on commence à introduire des critères numériques qui sont capables de donner des étages, dans ce qu'on appelle du staging, donner des niveaux objectifs qui sont reconnus par toutes les sociétés savantes pour dire l'état d'une maladie. Donc si on dit la médecine augmentée, en fait, c'est une médecine qui passe, si je suis caricatural, de symptômes
à une médecine qui s'enrichit de ses symptômes à je m'enrichis de données C'est ça. qui me permettent de mieux appréhender et d'avoir une meilleure vision de là où j'en suis. C'est ça. En fait, c'est deux choses, effectivement. C'est la meilleure vision de là où on en est. Comme vous dites, je partage parfaitement cette vision. Notamment, par exemple, l'endomicroscopie, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, permet de savoir qu'on est au bon endroit. Mais c'est aussi le fait que toutes ces données qui proviennent de tous les appareils médicaux de divers horizons et de diverses spécialités vont pouvoir être collectionnées ensemble et qu'elles vont vraiment créer le dossier du patient. Et c'est grâce à cette accumulation de données qui sont multivariées qu'on va réussir à faire la fiche d'identité du patient et donc à mieux le traiter. Et également à échanger un dossier patient entre deux médecins ou entre deux établissements de manière beaucoup plus objective et tangible. C'est plus un rapport sur papier, ça peut être un dossier électronique qui, même dans un monde idéal, il y a encore beaucoup de travail pour que les dossiers soient entièrement partagés. Il y a des problématiques de partage de données derrière, mais ça permet in fine de vraiment cibler la cartographie du patient et bien entendu le patient lui-même. C'est très clair. Et on parle aussi de médecine prédictive. Qu'est-ce que c'est la médecine prédictive ? Bon, déjà, de tout temps, les médecins, évidemment, ils font un diagnostic, c'est leur métier. Mais également, les médecins essayent de repérer dans des symptômes ou dans des avant-symptômes, ils essayent de repérer la maladie le plus tôt possible, finalement. Donc ça, je ne dirais pas que c'est une nouveauté. C'est plutôt quelque chose qu'on recherche depuis longtemps parce que, bien entendu, le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » est toujours vrai. Donc il faut mieux s'y prendre à l'avance. Si je prends le cas du cancer, effectivement, les cancers les plus mortels, c'est parce qu'ils sont asymptomatiques trop longtemps et qu'on a du mal à les détecter. Et aujourd'hui, grâce à la donnée, en fait, on peut fournir des outils beaucoup plus puissants aux médecins, qui gardent toujours son rôle, mais il a plus de données, il a plus de capacité à prendre de la décision sur une base plus large d'informations, y compris qui est récupérée auprès d'autres populations similaires, qui permet de consolider la vie, mais qui vont permettre de commencer à détecter des choses un peu en avance de phase. Parce qu'on trouve ce qu'on appelle en informatique des motifs, on trouve des choses, des signatures dans les données qui vont nous permettre de penser que peut-être il peut y avoir un signe avant-coureur, par exemple de cancer, etc. Et donc la donnée va aider vraiment le médecin à prendre sa décision encore plus tôt. Et en aucun cas, parce que j'ai souvent eu la question, les systèmes informatiques sont là pour remplacer le médecin. Ils vont lui permettre de prendre une décision peut-être plus étayée, plus éclairée et un peu plus en avance. Mais in fine, c'est quand même le spécialiste qui va prendre la décision et qui en a la responsabilité. Ça veut dire que la médecine prédictive, ça ouvre un champ qui est plus important d'investigation pour aider le patient à anticiper des pathologies auxquelles il pourrait être confronté, donc peut-être même à faire qu'il n'y soit pas confronté. Effectivement, l'idée d'anticiper au maximum, c'est de pouvoir éventuellement limiter la maladie ou carrément peut-être l'éviter. Effectivement, ça demande beaucoup de travail et de temps. Mais aujourd'hui, par exemple, avec certaines connaissances, il y a des maladies qui n'existent plus, qui sont bannies depuis longtemps. Et ça démontre qu'avec le progrès, les données accumulées, les études cliniques, etc., on arrive à faire des choses qui permettent d'éviter effectivement la maladie. Moi, je suis dans le cancer depuis 20 ans et c'est une maladie, évidemment, dont on essaye de repérer les signes vraiment le plus tôt possible, avant même peut-être que les signes soient visibles, mais qui soient peut-être déjà contenus dans les données acquises sur le patient. Du coup, la médecine augmentée, la médecine prédictive, la médecine digitale augmente du coup considérablement cette donnée. Comment elle est intégrée et comment elle est traitée, cette donnée médicale ? En tant que fabricant de dispositifs médicaux, déjà, la première chose à faire, c'est que la donnée que nous, on récupère au niveau du dispositif, que ce soit un scanner, une IRM, un échographe ou un endomicroscope, la donnée, il va falloir la réintégrer dans le dossier du patient. Ça, c'est une chose que chaque fabricant de dispositifs médicaux doit travailler, c'est l'intégration dans le système d'information hospitalier pour pouvoir faire en sorte que cette donnée soit exploitable par les médecins. Donc, si moi, je suis le médecin A et que j'ai fait tel ou tel examen, moi, médecin B qui continue la prise en charge du patient, j'aimerais avoir tout le dossier et toute la finesse de ce dossier et pouvoir revenir à telle ou telle donnée à tel moment pour pouvoir prendre la meilleure décision possible et comprendre aussi quel est l'historique du patient. Donc bien entendu, cette donnée doit être mise à disposition dans les services informatiques pour être traitée et délivrée. Il y a aussi la problématique, évidemment, autour de ça, de l'accumulation de données. C'est un peu le jumeau numérique du patient et donc c'est un peu son identité numérique. Et donc évidemment, se pose beaucoup de problèmes sur l'éthique
qui a accès à la donnée, qui a le droit de l'avoir, de ne pas l'avoir, à qui appartient la donnée. Et aujourd'hui, il est vrai que c'est un problème ouvert qui suscite beaucoup de débats et de passion, parce que c'est normal, c'est un peu notre identité qui nous échappe, c'est un peu des informations confidentielles qui vont nous échapper. Et aujourd'hui, il faut un certain nombre de dispositifs qui allient public, privé, organisations gouvernementales, associations de patients et sociétés savantes, sur lesquelles on doit poser des lois et clarifier l'utilisation de ces données, qui peut être perçue à la fois parfois comme un ralentisseur. Voilà, on peut avoir des initiatives de partage de données pour faire avancer la médecine, mais avec les flous juridiques, les questions d'éthique, on peut avoir l'impression que c'est lent. Voilà, ça peut créer de la frustration dans un sens, mais ça crée aussi beaucoup d'inquiétude dans l'autre. C'est-à-dire, moi, j'ai pas envie que mes données soient à disposition de n'importe qui, et peut-être dans des buts qui sont pas toujours très positifs. Et justement, on parle de la donnée du patient. Cette donnée, le patient, comment il y a accès et quelle est sa capacité même à la comprendre? Alors ça, c'est un vrai point. Les données aujourd'hui, le patient a toujours un droit de regard. La CNIL, par exemple, sont des organisations qui vont permettre de garantir le droit d'accès, mais c'est pas toujours évident. Est-ce que ma donnée, elle est bien en France, par exemple, ou en tout cas, elle est sur mon territoire, si je raisonne à l'international? Qui c'est qui la stocke? Qui c'est qui y a accès? Ça, c'est un premier point. Après, effectivement, les données sont-elles toutes intelligibles par le patient? Alors j'en doute, parce que c'est un petit peu complexe. De l'imagerie, de l'analyse multispectrale, il y a des données mathématiques en fait qui sont stockées, et ça va être bien difficile de savoir exactement ce que ça peut être. Alors une analyse biologique, quand on reçoit le labo qui a fait, des tests sanguins, déjà on a du mal. Il faut relire un peu 20 fois le papier. Alors imaginez si c'est des données électroniques de séquençage, ou des images multispectrales, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'acquérir le patient dans divers spectres d'images pour bien comprendre sa composition, par exemple, biologique. Ça, c'est des choses qui sont assez complexes. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le patient comprenne les types de données qu'il y a dans son dossier patient, qu'il en ait pleinement conscience et qu'il sache à quoi ça sert. Et qui y a accès. Alors, le médecin est un des garants de ça, parce qu'il y a l'éthique médicale derrière, mais je pense que le médecin n'est pas seul. Parce que les complexités informatiques qu'il doit y avoir derrière, il faut que les hôpitaux, les établissements de santé et les gouvernements travaillent ensemble pour assurer que la donnée est intègre. On ne peut pas reporter une responsabilité sur un médecin, parce que là même, la donnée est très complexe. Donc, à plus forte raison, il faut un plein contrôle et un cadre de structure pour que ça fonctionne bien dans les meilleures prédispositions. Et sur, du coup, la compliance de cette donnée, quelles sont les tensions, les injonctions qu'il peut y avoir aujourd'hui sur cette donnée? Parce qu'en effet, j'imagine que c'est une donnée qui est extrêmement précieuse, bien sûr pour les hôpitaux, pour les soignants, mais c'est aussi une donnée précieuse, après tout, pour nos mutuelles, pour la sécurité sociale, pour les banques. On le disait, il y a des acteurs qui ont intérêt à avoir accès et à interpréter cette donnée. Et comment aujourd'hui gérer en fait l'éthique de cette donnée? Alors, c'est une question complexe, effectivement. On a déjà souvent un débat qui est vrai entre le public et le privé, parce que les objectifs sont pas forcément les mêmes, et sans citer nécessairement des sujets polémiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine tension entre ce que veut faire le public avec la donnée, ce que pourrait en faire le privé avec la donnée, ou ce que pourrait en faire, dans certains pays, finalement, un gouvernement qui est une entité publique, d'une certaine façon, avec ces mêmes données. Donc il y a des pays qui vont pas se gêner pour les exploiter directement, à des fins qui vont au-delà du bénéfice pour un patient, je dirais. Donc aujourd'hui, la chose à faire, c'est de mettre en place des cadres juridiques, des lois. Mais je pense que c'est aussi à bien travailler les partenariats qui peuvent se faire, et notamment entre le public et le privé. Il y a des success stories qui sont en Europe ou aux États-Unis, et un petit peu en France, mais c'est encore assez petit, de participation publique-privée, c'est-à-dire des entités privées dans lesquelles des hôpitaux publics ou des organismes publics peuvent être partie prenante, être au capital, être présents dans le conseil d'administration, etc. Je pense que c'est aussi ça qui doit aider, c'est-à-dire aligner les intérêts, est aussi un moyen de préserver l'éthique. Le rôle d'un médecin dans une entreprise, c'est quand même ça. Aujourd'hui, dans pas mal d'entreprises de dispositifs médicaux ou de grosses entreprises qui vont manipuler de la donnée de santé, il y a un médecin, et c'est un peu le garant de cette intégrité, même s'il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut des juristes, il faut tout un tas de choses. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est fixer des cadres, mais aussi faire en sorte que les intérêts soient alignés dans les projets. On a toujours besoin d'avoir une viabilité économique. Ça, aujourd'hui, par rapport à la fonction dont fonctionne le monde, aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et que cette logique économique ne soit pas une logique qui vienne obérer les choses vertueuses qu'on cherche dans améliorer la santé.
Ça veut dire que si ça repose beaucoup sur le médecin, dans sa relation au patient, ça veut dire qu'en termes de communication, ça change aussi son mode de communication, puisqu'avant, il décrivait des symptômes et il proposait un traitement par rapport à des symptômes. Là, il essaye d'anticiper et de projeter ce qui pourrait arriver au patient. Est-ce que ça lui pose des sujets d'éthique, de communication avec le patient ? Déjà, très humblement, je ne suis pas médecin, donc c'est difficile de répondre à cette question. Ce que je pense, et comme je l'indiquais tout à l'heure, le médecin, il va faire son diagnostic par des symptômes et il essaye aussi toujours d'anticiper un petit peu, peut-être par des signaux faibles. Donc quelque part, ces outils, je les vois comme des possibilités de décupler un peu cette capacité de prévenir à l'avance, mais je pense que le médecin, il est toujours maître de la décision, c'est lui qui va la prendre, c'est lui qui va la donner au patient. Il n'a pas forcément besoin d'expliquer au patient exactement l'ensemble des choses, parce que c'est son expérience, c'est son vécu, c'est son parcours, et c'est la spécificité aussi du patient qui va lui faire prononcer un diagnostic ou peut-être un pronostic sur un patient. Mais ça, je pense qu'il reste toujours maître de cette décision, y compris peut-être de ne pas utiliser tous ces outils avancés. Après, c'est son choix. Mais je pense qu'il reste quand même maître de ça, et que dans tous les cas, quelle que soit l'époque dans l'histoire, je pense que ça a toujours posé un problème difficile pour le médecin que d'annoncer une maladie ou d'annoncer une maladie qui va peut-être arriver. Quelque part, c'est pas une affaire d'outils. Et ces technologies, notamment qui permettent de générer énormément de données, comment elles impactent les métiers de la santé ? Alors, impacter les métiers de la santé, à plusieurs titres. Alors, du côté des soignants, effectivement, il faut se les approprier, ces outils. Ces outils sont très spécifiques. Un robot chirurgical, ça s'utilise d'une certaine façon. Un imageur comme un IRM, un scanner, chacun est utilisé d'une manière un peu différente, et l'image étant un peu différente. L'endomicroscope de Mauna Kea, il a une image qui lui est propre. Donc c'est pareil, il faut pouvoir l'interpréter. Donc aujourd'hui, la problématique de tous ces appareils, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Voilà. C'est-à-dire que le médecin, son équipe doivent apprendre à utiliser l'outil. Alors, il faut que l'outil soit efficace, ergonomique, qu'il soit, bien sûr, qu'il fasse la fonction pour laquelle il a été développé, mais qu'il soit facile à prendre en main et qu'il ne vienne pas alourdir les procédures médicales. On sait tous aujourd'hui, notamment en cette période, qu'une opération aux urgences ou en salle d'opération, etc., ça coûte cher, ça prend du temps, ça doit s'organiser. Il peut y avoir beaucoup de patients, des volumes énormes, il ne faut pas que l'appareil vienne les gêner. Donc ça demande beaucoup d'apprentissage, d'aménagement, d'organisation supplémentaire. Un outil qui est efficace, il a quand même une empreinte sur l'activité d'un hôpital de manière très forte, hôpital ou clinique. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et pour un médecin, chaque nouvel appareil, voilà, c'est encore une nouvelle chose à apprendre. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc je dirais qu'il faut être assez polyvalent, flexible, que l'équipe du médecin soit capable de s'organiser. Et pour ça, il y a tout le personnel, l'ingénieur biomédical, il y a toute une chaîne de valeur dans l'hôpital qui est impliquée dans la mise en place de ces appareils. Oui, c'est des vrais projets d'investissement qui nécessitent de dégager du temps pour apprendre des nouveaux usages et des nouveaux gestes, et en plus, c'est conduire tout un ensemble de changements après au sein de l'équipe. Exactement. Donc, on est au-delà de l'outil en lui-même, doit faire l'objet d'une appropriation. Et voilà, ça demande des investissements en amont comme en aval, pendant l'utilisation. C'est des choses assez importantes. De l'autre côté, je dirais, de la barrière, c'est ceux qui fabriquent ce dispositif, c'est-à-dire les entreprises, comme Mauna Kea par exemple. Bon, basiquement, tout le monde va me dire, il faut des ingénieurs. Sûrement qu'il faut des ingénieurs, mais bon, on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut des ingénieurs en informatique, il faut des ingénieurs en traitement d'image, des ingénieurs en biomatériaux, en optique, en mécanique, etc. Donc déjà, il y a une multitude de métiers. Et parfois, certains dispositifs ont des combinaisons telles entre les biomatériaux, l'informatique, etc., qu'il faut trouver des profils hybrides qui peuvent être assez difficiles à sourcer, comme étaient difficiles à sourcer il y a de ça quelques temps, les métiers de l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui on appelle ça comme ça. En tout cas, les métiers qui permettent, sur la base de la donnée, de fournir des outils d'aide à la décision aux médecins. Et ça, c'est une problématique qui est complexe. Et il y a de ça quelques temps, on ne savait pas trop qui embaucher. Et puis après, on s'est rendu compte que des statisticiens, des biostatisticiens, étaient peut-être plus pertinents que des personnes ayant des bagages purement informatiques, etc., etc. Et pour que le métier se stabilise et puisse maintenant être un peu plus institutionnalisé, ça prend du temps. Et on a, dans des dispositifs innovants, par exemple comme celui de Mauna Kea, le besoin parfois de profils qui n'existent pas et qui sont plutôt la somme d'expériences qu'ils ont pu avoir sur le marché qui vont faire que c'est la bonne équation. Sinon, on est en train de se dire, il me faut un mouton à 5, 6, 7, 8 pattes et on ne le trouvera jamais. Donc c'est parfois la somme de plusieurs expériences dans une seule personne, ou c'est parfois
le concours de plusieurs personnes en même temps. Et là, on doit développer des équipes avec une capacité organisationnelle de l'entreprise qui permet de faire de l'intelligence collective. Et c'est ça le plus difficile. Aujourd'hui, ça peut paraître assez trivial quand on dit, évidemment, si je fais un avion comme un Airbus, forcément, c'est pas qu'une personne qui peut travailler dessus, parce qu'il y a tellement d'expertises différentes que, évidemment, il faut plusieurs métiers. Un dispositif médical, c'est exactement la même chose. Le niveau de complexité est très élevé, et il faut des métiers qui, parfois, sont complètement nouveaux et qu'il est très, très difficile de sourcer. Oui, parce que si je reformule avec mes mots, vous avez à la fois des besoins sur le matériel à proprement parler médical et l'élaboration justement d'aller chercher la puissance des nanotechnologies pour pouvoir produire plus petit, plus intelligemment des outils nouveaux pour la médecine. Tous ces outils nouveaux génèrent un ensemble de données que vous n'aviez pas avant, d'ailleurs d'informations. Et cette information, il faut apprendre à la traiter. C'est-à-dire la rendre intelligible et l'entrer dans les usages pour des médecins, pour pouvoir en créer des nouveaux dispositifs médicaux. Et derrière, en plus, c'est tout le système des soignants qui doit pouvoir s'approprier ce nouveau dispositif. Tout à fait. Alors, ça demande beaucoup de métiers différents. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a une information, comme vous l'avez dit. Par exemple, l'endomicroscope, la première tâche du logiciel, ça va être de reconstruire son image. On envoie un laser, on récupère un signal qui vient des tissus, et on doit le rendre intelligible pour le médecin. Ça, c'est la partie information. Après, on a la partie connaissance, c'est-à-dire, en fonction de ce qui est affiché à l'image, c'est d'être capable de dire au médecin, là, c'est peut-être une inflammation, là, c'est un tissu qui est cancéreux, là, c'est un tissu qui est sain, etc., pour aider notamment à ce que je disais tout à l'heure, à l'appropriation du dispositif. Et ensuite, c'est peut-être un outil vraiment d'aide à la décision qui va mieux appuyer ce qui est reconnu dans l'image et qui va permettre peut-être même d'anticiper des choses qu'on ne voit pas forcément dans l'image. Mais à ce moment-là se pose un problème qui est très important pour nous, fabricants de dispositifs médicaux, c'est l'explicabilité de ce qu'on propose aux médecins. Pourquoi mon système est-il en train de me dire qu'il va se passer quelque chose alors que je ne le vois pas ? Donc il faut recouper des informations, il faut être capable d'expliquer pourquoi le système fournit cette information, pour que le médecin ait confiance et qu'il puisse prendre, et on le disait tout à l'heure, lui-même cette fameuse décision d'annoncer au patient ou de poser son diagnostic ou son pronostic. C'est ça qui est important. Sans ça, nos systèmes, ils servent à rien. C'est juste des boîtes noires qui peuvent raconter des choses totalement hypothétiques qu'on ne pourra jamais vérifier. Aujourd'hui, je pense que c'est le véritable enjeu. Et c'est cette étape de information, connaissance, aide à la décision qui va faire que, là encore, on a besoin de plein de métiers dans la chaîne, y compris ce peut-être aussi dans le matériel, parce que la façon dont le matériel va capturer l'image peut avoir une énorme importance. Et c'est toute cette chaîne de métiers-là que, vous comprenez quand je dis ça, c'est pas forcément évident. On va pas écrire 4 profils et dire c'est ça qu'il faut que je recrute. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut créer tous ces profils. Ça ouvre du coup un champ aussi sur la médecine de précision. Oui, absolument. Alors, on parlait tout à l'heure du jumeau numérique. Qu'est-ce que je fais quelque part ? Je ne veux pas faire peur à personne, mais voilà, on recopie un petit peu la fiche d'identité du patient. Et donc, on va récupérer des signes qui lui sont propres. Signes qu'on va peut-être aussi pouvoir repérer dans d'autres patients et déduire au gré des essais cliniques, au gré des retours d'expérience sur des médicaments ou des dispositifs, de se dire que il est possible que quand on a ce type, on va dire, de carte d'identité, alors il peut se passer telle ou telle chose. Par exemple, pour certains cancers, on est capable de savoir, le cancer du sein notamment, on est capable de repérer certaines séquences génétiques et de dire, voilà, il y a beaucoup de chances, par exemple, qu'ils puissent déclencher ce type de cancer-là. C'est un exemple, mais effectivement, avoir la donnée, pouvoir la recouper avec beaucoup d'autres patients et de l'expérience, permet à terme d'être prédictif. Mais une fois encore, va se poser la question de l'explicabilité. Pourquoi mon système qui a analysé des millions de données, là, il est en train de me dire ça, il me dit, voilà ce qui est en train de se passer dans ton patient. Il y a encore du travail à faire sur ce point de vue-là. Et justement aussi, cette somme d'informations disponible sur le patient permet aussi de plus segmenter, c'est ça, d'avoir des profils beaucoup plus précis aujourd'hui sur les pathologies qu'il rencontre. C'est ça, ça va permettre soit carrément de modifier la prise en charge du patient parce qu'on va décider d'un traitement et pas d'un autre de manière très consciente. Voilà, parce qu'il se passe un certain processus cellulaire, par exemple, dans le cadre d'une pathologie, et que parce que ce processus est A ou B, alors on va faire tel ou tel type de traitement. Donc on va vraiment changer résolument ce genre de choses. Et quand je dis type de traitement, maintenant on a entendu parler de tout ce qui est immunothérapie. On est capable de fabriquer des sortes de molécules qui peuvent cibler des profils spécifiques. Donc effectivement, oui, on segmente pour mieux soigner. Donc on travaille sur certaines spécificités
qui sont issus finalement de l'analyse de masse, parce qu'on arrive maintenant à avoir un œil beaucoup plus fin et donc à détecter, j'allais dire dans un langage plus simple, des subtilités entre êtres humains, qu'on peut imaginer intuitivement qu'elles existent. Et ça n'est pas une exception pour les traitements et la médication. Oui, et ce qui ouvre aussi un champ pour l'industrie pharmaceutique de fabriquer des traitements de plus en plus sur mesure et individualisés. Oui, tout à fait. Et là encore, c'est pareil. Je pense que les outils numériques vont beaucoup aider à transformer la masse d'informations en des choses qui sont beaucoup plus granulaires, beaucoup plus fines et à cibler que telle molécule marche mieux dans tel cas que dans un autre, alors qu'avant, on n'était pas forcé de voir ces choses-là. On voyait bien qu'il y avait peut-être des molécules qui marchaient mieux sur certains patients que d'autres, mais sans savoir exactement quelle était la différence entre ces deux patients. Et comme aujourd'hui, on a une paire de lunettes beaucoup plus fine, qui permet de voir plus précisément, on est capable de voir ces zones de différence qui font que les molécules vont mieux s'adapter à un patient ou à un autre. On parlait tout à l'heure du champ des compétences que ça a ouvert, alors sur les hard skills, où en effet il faut de la connaissance donnée, il faut de la compétence dans l'élaboration du matériel, il faut de la compétence dans le traitement de cette donnée. Quels sont aussi les soft skills, du coup, on parlait d'intelligence collective. Comment on réussit à construire une équipe qui, justement, réussit à aller sur des terrains qui n'ont jamais été exploités jusque-là? Alors ça, c'est une excellente question. C'est vrai qu'une fois qu'on a les hard skills, effectivement, il faut mettre tout ça en musique et il faut que ça avance. Aujourd'hui, à Mauna Kea, et moi j'en suis un des chantres, on a développé l'agilité. Donc, c'est-à-dire qu'on va développer des équipes transverses qui vont regrouper des membres du produit et des membres de toutes les spécialités transverses qui vont être requises pour atteindre un objectif, donc une amélioration du dispositif, que ce soit dans son matériel, dans son logiciel, dans son intelligence artificielle, et qui va permettre d'atteindre un but en étant sûr qu'on a toutes les compétences. Et alors bien entendu, pour que l'agilité fonctionne, il faut que l'équipe ait l'esprit ouvert, qui est aussi vraiment la notion de... On suit un objectif commun et on est concentré pour suivre cet objectif. Donc, il y a de la transparence, de l'ouverture d'esprit, de la focalisation, qui sont des soft skills qui sont très importantes dans les équipes. Et un autre point qui est aussi important, c'est que dans l'agilité, mais comme dans la philosophie qu'on peut avoir chez nous, c'est que fait partie de l'équipe agile le médecin, c'est-à-dire l'utilisateur final. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, lui, parce que c'est pour lui qu'on travaille. Enfin, c'est pour le patient, mais c'est le médecin quand même qui est devant le patient. Et ça aussi, ça veut dire qu'il faut être capable de discuter avec un médecin, de comprendre ce qu'il nous dit, de lui expliquer ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et ça, c'est pas évident. Le langage de l'ingénieur, parfois, est pas très compatible avec celui du médecin. Enfin voilà, c'est des mondes différents, des termes différents, etc. Et il faut arriver à comprendre son besoin et à comprendre la valeur ajoutée qu'on veut lui proposer. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est le mot qui résonne partout, mais quand on fait un dispositif médical, en fait, la vraie question, c'est, je ne parle pas d'intelligence artificielle, c'est quoi le service que je rends au médecin ou au patient? Et pourquoi ce service est-il attendu? Et pourquoi le médecin devrait se servir de mon outil? C'est aussi cette compétence, c'est-à-dire que les équipes techniques et les équipes produits doivent vraiment bien comprendre quel est le besoin derrière, quels peuvent être les écueils par rapport à ça, pour que ça se passe le mieux possible, finalement. Et ça, c'est une compréhension qui doit beaucoup, beaucoup être travaillée dans les équipes, et l'agilité permet de faire ça parce qu'elle rend perméable et totalement connectée l'équipe technique qui travaille, la personne qui fait le pont au produit et le médecin, ou les médecins, parce qu'on comprend mieux pourquoi on fait les choses. Et ça, pour moi, quand on fait de la médecine, il faut avoir ce facteur émotionnel qui dit « oui, je suis en train de faire des outils pour soigner des patients. Je ne suis pas en train de faire des réveils matins, avec tout le respect que j'ai pour l'horlogerie, c'est pas le propos, mais on a le patient au bout avec une décision de diagnostic, et ça doit être rappelé chez tout ingénieur et chez tout acteur de nos entreprises aujourd'hui, et c'est ça qui fait aussi avancer. Donc les soft skills sont extrêmement importantes pour que le projet soit un succès. Et une capacité à guider l'innovation en étant centré utilisateur, mais utilisateur même patient chez vous. Absolument, oui, tout à fait. Parce que si on ne comprend pas ce qu'attend le médecin pour son patient, parce que souvent, quand on développe un dispositif, enfin, ça peut arriver qu'on n'ait pas le patient en direct, évidemment, puisqu'on s'adresse au médecin qui va manipuler l'appareil pour aller investiguer, pour faire le diagnostic. Mais il faut vraiment qu'on sache, voilà, le patient, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quels sont les risques qu'on lui fait courir. Voilà, un endomicroscope, c'est quand même quelque chose qu'on introduit dans l'œsophage, dans les bronches. Il y a plein de choses à penser qui sont très techniques et aujourd'hui très régulées, que l'équipe doit comprendre, mais aussi c'est se rendre compte de ce qu'on essaie de faire. Voilà. Faire un outil qui détecte ou qui aide
on va dire, à détecter un cancer ou une pathologie quelle qu'elle soit, ça a un sens profond qui va au-delà de problématiques biologiques. On aide à prolonger la vie des patients ou à améliorer leur qualité de vie, au travers du médecin, bien entendu. Et si on fait un petit focus sur l'actualité de Mauna Kea Technologies, c'est quoi les sujets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Alors l'actualité de Mauna Kea, alors aujourd'hui on fait un focus sur la pulmonologie interventionnelle, donc c'est vraiment le traitement du cancer du poumon, qui est un des cancers les plus mortels, pour plusieurs raisons. Déjà, il peut être asymptomatique assez longtemps. Aller traiter des nodules pulmonaires, ça peut parfois être compliqué, parce qu'ils ne sont pas forcément facilement accessibles, notamment en mini-invasif, et les traitements sont délicats. Pour nous, c'est une grosse opportunité de mettre en place tout le savoir-faire d'imagerie, d'analyse, et l'intelligence collective dont je parlais tout à l'heure, sur un sujet qui est extrêmement clé et critique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se lance à fond là-dessus, sur la pulmonologie interventionnelle. Et également, tout à l'heure, vous parliez de médecine augmentée, de ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire. Aujourd'hui, on va être capable de marquer certaines pathologies avec des molécules spéciales qui vont aller s'attacher sur la pathologie et qui vont aller émettre des signaux que notre dispositif est capable de détecter. Ce qui fait que l'image est augmentée, c'est-à-dire qu'elle va contenir des informations supplémentaires qu'elle n'aurait pas contenues sinon. Et donc, à nous de développer les bons outils de visualisation et d'aide à la décision pour démocratiser, faciliter l'apprentissage et aider au mieux les médecins pour qu'ils prennent la bonne décision. Merci beaucoup Frédéric. Un mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas abordé ? Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, parce qu'après 20 ans, je suis toujours très enthousiaste par mon domaine. Le domaine de l'imagerie médicale, du dispositif médical, de la robotique chirurgicale sont des domaines qui m'ont toujours passionné. Je crois vraiment que l'association d'un dispositif qui va faire de la chirurgie, notamment mini-invasive, donc on n'ouvre pas le patient, et associé à l'imagerie, donc l'outil thérapeutique et l'imagerie, pour moi, c'est sûrement, et ça c'est ma conviction personnelle, c'est le duo gagnant. Parce que l'image révèle des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. L'image permet de savoir qu'on est au bon endroit. Et l'image guide et l'œil du médecin et l'appareil qui va faire le diagnostic ou délivrer le traitement. Et pour moi, c'est la clé pour les patients et les médecins. En tout cas, c'est ma croyance. Merci beaucoup Frédéric. C'était French Talent Studio qui vous présentait l'Odyssée des métiers du futur. Merci beaucoup.